Chers téléspectateurs de Ouafrica TV, nos actualités nationales et internationales nous ont ramené sur la scène des concepts pour lesquels nous cherchons ce matin la signification. Le concept de crime d'État, est-ce qu'il existe? Quel sens a-t-il? Le concept de crime contre l'humanité, le concept de crime de guerre, pour ceux qui suivent l'actualité de la guerre en Ukraine. Bonjour, professeur Chanda. Bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour Jacques. Merci d'échanger avec moi dans cet entretien, le professeur. Professeur, l'affaire Martinez-Zogo au Cameroun, on l'a vu sur les chaînes de télévision, a beaucoup mobilisé le concept de crime d'État. Et chacun allant à sa manière, sa compréhension, donnant une signification à ce concept de crime d'État. J'imagine que vous également avez suivi cette actualité. Et que signifie crime d'État? Est-ce que le concept existe? Que signifie-t-il? Ben écoutez, ce n'est ni extraordinaire, ni exceptionnel, l'évocation d'un crime ou des crimes d'État. L'histoire est jalonnée de meurtres ou d'événements dramatiques à qui on a attribué le qualificatif de crime d'État. L'affaire Norbert Zongo au Burkina Faso, Mehdi Ben Barka au Maroc, ou encore Floribert Chebeya. République démocratique du Congo. Voilà, il y a beaucoup d'autres, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Russie. Il faut, je crois, repréciser la notion de crime, qui est le stade le plus élevé de l'acte fautif ou du préjudice pénal causé à un individu ou causé à la société. Donc en réalité, la victime peut être une personne physique ou une personne morale. Je crois que, pour faire simple, on parle du pouvoir discrétionnaire de l'État en droit international, de la plénitude de compétences de l'État sur son territoire et de sa souveraineté incontestable par rapport à toute autre puissance, par rapport à toute autre autorité, par rapport à toute autre personne morale sur la gestion de son territoire, des personnes qui vivent sur ce territoire, qu'elles soient nationales ou étrangères. Et au nom de cela, on estime que on peut se trouver en face d'événements dramatiques, de caractère extrêmement grave, impliquant la mise en œuvre, la mise en exergue ou le soupçon d'implication des démembrements physiques ou moraux de l'État. Ça peut être des personnes, ça peut être des organes, des organismes, des structures liées directement ou indirectement
à l'autorité de commandement de l'État. Je crois que c'est lorsque l'on a épuisé la recherche de sources, d'indices, de raisons, de mobiles, tout à fait ou uniquement ou essentiellement civils, que l'on recourt à la qualification de crime ou d'acte fautif revêtant un caractère dramatique imputable à l'État. Dans le contexte d'une précision comprise au sens absolu, au sens strict du terme, de la notion plutôt, ça renvoie à une intelligence globale, diffuse, imprécise, vague même à la limite, en résultant de l'incapacité ou de l'impossibilité immédiate de retracer selon les normes courantes, selon les normes ordinaires, selon les méthodes d'enquête, d'appréhension et d'évaluation usuelles, le mécanisme de commission du crime, l'identification des auteurs de l'acte et, bien évidemment, la facilité avec laquelle ou par laquelle un tel acte peut survenir. Donc, d'un point de vue essentiellement sémantique et théorique, il s'agit davantage de soupçons face à l'impossibilité d'une appréhension objective en se basant sur les critères habituels, sur les mécanismes habituels et sur les procédures habituelles dans ce genre de situation. On parle donc de crime d'État. Bien évidemment, à la source, il faut que l'esprit même de soupçon soit allié à une analyse concrète d'un certain nombre d'éléments qui permettent d'affirmer que il y avait des raisons sérieuses de considérer une situation comme mettant en cause ou entraînant un dérèglement de la crédibilité des institutions publiques, de l'image de l'État, de la probité et de l'autorité morale d'un certain nombre d'agents, d'acteurs, de responsables, détenteurs du pouvoir de l'État. Donc, voilà pour ce qui est de
d'une explication la plus terre-à-terre qui soit, sans que l'on préjuge, dans la plupart du temps, ni la validité, ni la viabilité, ni la consistance, et encore moins la constance des éléments du soupçon. Voilà pour ainsi dire. S'il fallait rentrer loin dans l'histoire, on pourrait, en prenant des cas très connus, Norbert Zonko au Burkina Faso, Mehdi Ben Barka, l'opposant marocain enlevé et dont on n'a jamais retrouvé le corps au métro Odéon à Paris. On pourrait conclure que chaque fois que l'impression se dégage qu'il n'existe pas une volonté de la puissance publique de déployer tout son génie, de tout mettre en œuvre pour les livrer au public, à l'opinion, une explication, une compréhension précise du crime, on recourt à la qualification de crime d'État. Ça induit ici une volonté d'irresponsabilité, une volonté de maquillage, une volonté déraillement même de l'enquête, une volonté de dissimulation, une volonté de soustraction, une volonté de fabrication, une volonté de trafic d'un certain nombre d'éléments. Vous avez évoqué l'affaire Martinez-Zogo, c'est bien. Mais je voudrais surtout vous dire que dans le contexte précis et au regard des explications qu'il vient de donner, il y a au moins un des éléments qui permet de produire dans l'esprit du public cette qualification. C'est généralement quand il y a un laxisme de la puissance publique dans la conduite des enquêtes. Or, je crois que dans le cas d'espèce, comme vous le savez, autant que moi, le président de la République a instruit une enquête actuellement menée par toutes les structures sécuritaires investies du pouvoir de police judiciaire. Et au regard de la qualité des personnes impliquées, le dossier a bien évidemment été transmis au tribunal militaire, sous réserve bien évidemment des suites qui pourraient leur amener à des instances, au système judiciaire traditionnel. Donc, la nuance, il y a là une nuance, parce que de prime abord, il y a un engagement ferme de la puissance publique pour ce qui est du cas du Cameroun, d'élucider ce crime. Voilà. Pour ça, est-ce que dans un crime d'État, celui qui est mis en cause, c'est la puissance publique en général? Oui. Lorsque l'on parle de crime d'État, comme je vous l'ai dit, en fait, on fait appel immédiatement à la crédibilité des institutions publiques, au sens de la personne morale, bien qu'a priori, il ne soit pas possible, dans tous les cas,
les figures, de déterminer avec exactitude ni certitude que l'acte criminel procède d'instruction ou d'une décision de l'État en tant que personne morale. J'ai parlé de soupçon parce qu'en réalité, l'opinion publique est la même dans toutes les sociétés et dans tous les systèmes juridiques, dans tous les systèmes de pensée, dans tous les systèmes d'organisation et de gouvernance. L'État est toujours soupçonné. Et chaque fois qu'il y a des indices ou des éléments qui permettent d'affirmer qu'il y a un certain laxisme ou qu'en réalité la commission d'un crime n'a pas pu être possible sans un certain nombre de complicités, sans un certain nombre d'avals, d'accords, de dispositions, de décisions. Mais ça peut également résulter d'un dysfonctionnement de la puissance publique en ses organes, en ses instruments de coordination civile et politique, militaire même d'ailleurs. Dans tous les cas, même dans votre famille, le fait d'un enfant, quelle que soit sa gravité, une faute qui cause un préjudice à l'environnement ou à un voisin, peut être à l'insu du père de famille. Tout à fait. Mais on va dire, c'est la famille Intel, c'est la famille Sanda, parce qu'en réalité, c'est un enfant de la famille Sanda. Et dans le cas d'espèce, le statut, la qualité des gens impliqués dans un crime peut amener bien évidemment à parler de crime d'État. Mais, une fois de plus, il faut rester au stade de soupçon. Parce que ça peut bien évidemment résulter aussi des dysfonctionnements qui expriment une incompréhension, des rivalités, des conflits, des haines entre différents responsables qui concourent à l'expression ou à la personnalité ou à l'identification de la puissance publique. Oui. Alors professeur, pour revenir à cette définition explicite, l'on remarque quand même pour l'affaire qui fait l'objet du prétexte de cette rencontre qu'il y a une mobilisation des moyens de l'État, futiles, des moyens exploités en dehors du cadre ordinaire ou normal des instructions. Les moyens de l'État, les personnes impliquées que vous avez relevées tout à l'heure, loin d'imaginer, parce que le peuple qui écoute ou alors les téléspectateurs n'imaginent pas qu'il y ait un dysfonctionnement ou alors un manque de solidarité au niveau des opérateurs politiques du haut niveau. Est-ce qu'on ne peut pas simplement parler d'un crime d'État, simplement, en imaginant que les enquêtes qui sont en cours permettront de démêler les chevaux et de clarifier la situation, le rôle des uns et des autres. Quitte maintenant à l'État d'exercer une action récursoire à l'encontre des personnes qui se sont rendues coupables de ces infractions. Je vous remercie beaucoup parce que vous ne faites pas autre chose que de confirmer ce que j'ai dit tantôt. Moi, personnellement, j'ai été très impressionné, même très content, je dois le dire, par la vivacité, la rapidité et la diligence
de l'action publique. La décision du chef de l'État de clarifier cette affaire, d'y apporter des explications compréhensibles, viables et valables très rapidement, est intervenu très vite. Vous savez, il y a eu ce qu'on appelle la clameur populaire. Je ne critiquerai pas les journalistes, mais ils ne font que leur travail. Mais je n'avaliserai pas aussi vite certaines qualifications, certaines démonstrations, certaines observations. Nous sommes dans un contexte politique extrêmement fragile, fragilisé par la problématique de la transition au sommet, la succession du chef de l'État, bien évidemment. Et il est possible, et nous nous rendons bien compte, que certaines réactions, certains commentaires, certains discours vont bien au-delà du crime. Et qu'il y a manifestement une exploitation inacceptable de la mort d'un journaliste pour soutenir des thèses ou pour régler des comptes qui sont anciens. Cela dit, je crois que vous avez tout à fait raison de tirer la conclusion que vous tirez, mais je reste néanmoins assez objectif dans l'expression de ma satisfaction en disant rarement on a vu une telle mobilisation d'abord de l'opinion, ensuite de l'État en ces instances les plus compétentes, les plus avisées pour gérer une situation pour le moins embarrassante pour notre pays. Il faut ici saluer la symbiose qui exprime une dialectique constante dans l'analyse politique entre les administrés et les administrateurs, entre les gouvernants et les gouvernés. Nous avons fait preuve au Cameroun d'une démonstration de cohérence et de coordination à la fois dans l'utile, l'inutile et le vulgaire à propos de la mort de ce compatriote, de ce père de famille. D'accord, vous êtes dans la même logique, il y a une mobilisation exceptionnelle, mais je dois une fois encore dire que si nous voulons demeurer un état de droit, il faut éviter, dans une situation dramatique ou dans n'importe laquelle des situations qui puissent exister, de transgresser les lois, de transgresser les codes, les usages consacrés nationalement et internationalement en ce qui concerne la conduction d'une enquête dans ce genre de situation. Il faut demeurer assez prudent. Ce n'est pas le premier drame que nous connaissons qui est assez révoltant. C'est un drame peut-être de trop, c'est un crime de trop, mais dans le même temps, ça intervient dans un État organisé. Quoi que l'on puisse dire, nous demeurons un État de droit, nous demeurons un système suffisamment solide. Si vous voulez. Moi, personnellement, je connais des hauts responsables de sécurité qui sont impliqués dans cette affaire, à l'instar du commandant de la Légion du Centre, le colonel Otoulou, et son principal collaborateur, le lieutenant Banga, qui sont des officiers irréprochables, extrêmement durs, qui ont fait leurs preuves dans d'autres dossiers criminels
aussi révoltant, mais peut-être qu'on ne connaît toujours pas. C'est pour dire que il faut rester extrêmement prudent, même si tout laisse penser que l'opinion est fondée à parler de crimes d'État, ce qui est son droit, ce qui est logique, mais la longueur des enquêtes, les hésitations de la cellule au tribunal militaire, du tribunal militaire à la cellule, des compléments d'enquête, des arrestations et des libérations, à mon avis, ça prouve plutôt la vitalité des instances qui conduisent cette enquête-là. On ne veut pas, d'un coup de tête, peut-être, décider que tous les journalistes de Vision 4, que tous les collaborateurs de M. Amrou Belinga, que l'on met au centre de cette affaire, à tort ou à raison, ou encore que telle ou telle personnalité ont pu jouer un rôle. Je pense qu'il faut faire assez attention, parce que ça peut être vous, ça peut être moi, si nous parlons de crimes d'État, ça peut être vous, ça peut être moi, et si nous voulons rester cohérents, il faut laisser que les enquêtes aillent jusqu'au bout. Il faut garder beaucoup de réserves, il faut rester prudent. Et c'est l'occasion de dire, vous savez, un État, et Jean Fauchibe me l'avait dit à plusieurs reprises, un État. Gérer un État, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Vous savez, de l'extérieur, on peut avoir toutes sortes d'appréciations, d'analyses, de présentations à partir de la loupe du citoyen ordinaire qui ne détient aucun pouvoir de décision, sinon la facilité de critiquer, ce qui est d'ailleurs son droit. Mais je persiste à dire il faut laisser aux enquêtes le temps de produire tous les résultats dans un contexte aussi dramatique pour un crime qui est suffisamment révoltant, mais qui intervient pas dans une forêt quelconque, dans un désert où il n'y a pas d'autorité. Quelles que soient nos défaillances, quelles que soient les critiques que l'on puisse émettre, nous demeurons un état de droit, un système fort. J'ai souvent dit aux gens, les commissariats existent, les brigades de gendarmerie existent, les démembrements de l'État existent et fonctionnent avec leurs limites, et rien ne peut se faire en dehors de cela. Et le citoyen reste le citoyen, le commissaire, le ministre, le président de la République, le magistrat, l'enseignant, l'étudiant. Et c'est dans une coordination complète, positive ou négative, de cette pléthore d'acteurs, que la vérité éclatera, et qu'elle éclate d'ailleurs toujours. Il ne faut pas se perdre en conjecture là-dedans. Je n'ai pas aimé certaines analyses des plateaux de télévision, ni certaines invectives trop rapides, certaines tendances à régler des comptes à des personnalités, à mettre des familles entières en cause. Je crois que ça demeure une de nos faiblesses, tout en réitérant que c'est le droit de l'opinion, qui ne reste que l'opinion, d'émettre un avis, d'exprimer une clameur face à un drame, face à un crime de cette nature. Alors, on a tout fait, vous l'avez bien fait de le rappeler, on en parle souvent beaucoup de la stabilité au niveau politique et institutionnel, davantage la stabilité sécuritaire du Cameroun qui est du cœur de l'Afrique centrale et qui permet également de jouer un certain rôle d'hégémon au niveau de la sous-région.
cette affaire, bon, ce crime que l'on sait, tout ce qui est odieux, a conduit à un certain nombre d'analyses que vous avez relevées tout à l'heure, qui pourraient être regrettables et qui pourraient des analyses précipitées sur la qualification et même en envisageant des sanctions ou bien des sanctions à l'encontre de certains prévenus. Comment est-ce que l'on peut arriver à juguler cette manière de faire? Parce que vous avez bien rappelé qu'il faut bien que l'étudiant reste à sa place, le médecin à sa place, l'enseignant à sa place, le ministre à sa place, le commissaire. Nous sommes dans un cadre, dans un contexte où il y a un mélange, ou alors un enchevêtrement de compétences et une disparité entre ce que l'on doit faire et ce que l'on fait, et une confusion de rôles. Vous, dans le cadre d'une analyse purement sociologique, comment est-ce qu'on peut arriver à réguler cela afin que chacun joue son rôle et surtout pour éviter que ce type de situation n'arrive de nouveau, par exemple ce crime. Parce que les journalistes aussi, il faut peut-être le souligner, c'est qu'il y a parfois un débordement en termes d'alerte, un débordement en termes d'alerte et du rôle d'information de l'opinion. Écoutez, il n'y a pas de code éthique catégorique ni de charte fondamentale dans l'absolu qui détermine un système de gouvernance infaillible. Toutes sortes d'études et impliquant toutes les sciences, y compris les mathématiques, les sciences exactes et physiques, démontrent que on ne peut pas, de manière définitive et catégorique, déterminer avec exactitude à quel moment, par quel élément, dans quelle intensité et avec quel acteur au singulier ou au pluriel se met en place une mécanique politique de nature à créer une mutation révolutionnaire ou tout simplement une transformation dans une société. Un système de gouvernance est par essence fragile. Toutes les études de sciences politiques, même les plus fantaisistes ou les plus solides, vous le prouveront. On essaye simplement d'analyser, de projeter, on fait de la prospective. Je reviendrai surtout à ce que m'avait dit le sultan Bombon-Dioya, feu sultan Bombon-Dioya Ibrahim, lorsque je suis allé le voir, à l'époque, il faisait un plaidoyer pour expliquer un peu Yves Michel Fosso. Il m'a dit, mon fils, quel que soit votre niveau d'intelligence, quelle que soit la sagesse que vous puissiez incarner, je voudrais vous inviter à savoir que ce sont les mathématiques qui disent 1 plus 1 égale 2, mais que la vie courante, la vie pratique, ce n'est pas cela. Ce n'est plus 1 plus 1 égale 2 dans la vie pratique. Où est-ce que je veux en venir? C'est vous dire simplement que j'ai entendu énormément de critiques de compatriotes
J'ai encore vu des images d'une Camerounaise, Maximilien Gombe, reçue à la Maison Blanche avec la première dame et le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État Anthony Blinken, où on a mis en bas, il s'agissait de parler du Cameroun, des crimes au Cameroun, et ainsi de suite. Je crois que je reviens sur l'idée de responsabilité que j'ai évoquée tantôt. Ceux qui sont les adultes, ceux qui sont encore mieux des intellectuels pétris de science, de connaissances et d'une vision élargie du monde, devraient se montrer beaucoup plus responsables. Les acteurs, les leaders d'opinion, ne doivent pas dire à la population ce qui est arrivé, c'est parce que on est fondamentalement mauvais au Cameroun. Ce n'est pas vrai. Les meurtres, vous les avez de manière assez grave et même plus dure. Aux États-Unis, en France, en Russie, en Chine, dans tous les pays du monde. Toutes les sociétés humaines sont fragiles, à la fois imparfaites, incomplètes et faillibles. Ce que nous ne pouvons pas accepter, bien évidemment, c'est l'irresponsabilité, la légèreté et le recul lorsqu'il s'agit de la condamnation d'un crime. Un crime est un crime. Dans le cas d'espèce, un journaliste a été assassiné de la manière la plus brutale, la plus cruelle et la plus inacceptable. Mais comme je l'ai dit, c'est un citoyen. L'État, la République et l'ensemble des institutions doivent pouvoir expliquer, décoder, dire, montrer, démontrer comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est une remise en cause permanente qui rentre dans ce que l'idéologie communiste appelle la dialectique de la révolution permanente. Vous me dites, comment est-ce qu'on peut faire que ça n'arrive plus? Écoutez, depuis Martinez-Zogo, on a découvert une bonne dizaine de corps. Il y a eu cette dame assassinée sur l'aéroport, une infirmière qui vient en Europe. Il y a eu l'enseignant assassiné par un militaire au nord. C'est ce qui est d'ici. Si vous allez voir ce qu'il y a eu aux États-Unis pendant ce temps, c'est en centaines. Ce qu'il y a eu en France, mais que vous ne connaissez pas, ce qu'il y a eu en Belgique, au Sénégal ou ailleurs, dans d'autres pays en tout cas. C'est une façon de vous dire que non, il ne faut pas faire d'un deuil une occasion de destruction complète d'une identité, d'un état d'être de la société, de la nation, de l'État, de la République. Il faut faire d'un deuil un moment de méditation et de réflexion profonde sur qui nous sommes, comment nous sommes, qu'est-ce qui nous arrive, quels sont nos tares, quelles sont nos faiblesses et nos forces. À mon avis, c'est cela. J'ai vu au lendemain de l'annonce la décision du chef de l'État de créer une commission d'enquête sur cette affaire. J'ai vu la joie des citoyennes et des citoyens. De même qu'au fur et à mesure que les enquêtes ont été menées,
au secrétariat d'État à la Défense, on a vu l'excitation populaire, on a vu l'empressement à trouver une issue. C'est quand même dire que il ne faut pas se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour que quelque chose n'arrive pas. Vous savez, quelqu'un avait dit vous allez prendre toutes sortes de dispositions pour améliorer la formation des automobilistes, pour améliorer les signalisations dans les axes urbains et interurbains, pour améliorer le suivi technique des véhicules, mais il y aura toujours des accidents, il y aura toujours des morts. De même, à l'occasion de la journée de la femme qui vient de passer, vous avez des statistiques ahurissantes. Le nombre de femmes qui meurent dans le monde de suite des violences continue d'être élevé, en dépit de toutes sortes de campagnes, en dépit des lois à la fois nationales et internationales. Donc, pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'il y a un cadre juridique qui encadre, qui dit ce que c'est qu'un crime d'État et qui dit ce que le droit, comment le droit devrait appréhender un tel crime? Écoutez, pas du tout. Je vous ai dit davantage que il y a à la fois un mélange de supputation, oui, d'inquisition, d'intrigue et de projection sur des éléments tantôt positifs, tantôt négatifs. Ces éléments eux-mêmes de nature discutable, contestable, susceptibles d'être manipulés par des personnes saines d'esprit, de bonne foi, de mauvaise foi, intéressées ou non intéressées, désireuses ou non, de régler des comptes, d'asseoir des convictions propres, de manipuler les autres, de poursuivre certains objectifs. En fait, la notion même de crime d'État peut être manipulée à souhait pour des desseins cachés. Tout comme elle peut traduire dans un contexte précis, à un moment donné de l'évolution de la cité, la volonté d'un acteur, de certains acteurs, de créer les conditions d'une mutation ou d'une évolution en leur faveur. Non, dans aucun manuel de droit, à la fois au regard de la doctrine et de la jurisprudence, vous ne trouverez de préceptes qui consacrent la notion de crime d'État. On parle d'État, institution, personne morale que symbolise l'existence d'un territoire avec une population et une autorité administrative. Merci. On parle de crime dans la classification des actes qui entraînent une condamnation, qui créent un préjudice, qui violent les règles courantes, établies à la fois par la coutume, la pratique et les lois, et un code de conduite agréé. Mais crime d'État, c'est une tautologie qui n'est ni sémantique, ni anthropologique, propre à une communauté précise, à un État précis, à une nation précise. C'est davantage le soupçon ou la
proclamation, la prononciation à un moment donné sur le traitement d'un événement, sur les défaillances constatées dans le traitement de l'événement dramatique, sur la complaisance, sur les acteurs impliqués. C'est tout. Mais de manière concrète, crime d'État. Ça existe dans les commentaires de l'histoire, l'analyse des faits historiques et diplomatiques. Ça n'existe pas dans la consécration des principes fondamentaux et des normes du droit, à la fois dans le système national et dans le système international. Sur le crime contre l'humanité, parlons-en. On a fini avec le crime d'État, mais on n'a pas parlé de crime contre l'humanité. On devrait aller faire un effort de clarification aussi. Oui, écoutez, d'abord, je vais vous dire que c'est une des plus grosses manipulations des temps modernes qui, elle, prend son champ d'appui, surtout à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, où il fallait constituer rapidement un tribunal, celui de Nuremberg, pour juger l'Allemagne hitlérienne, juger les responsables du régime d'Hitler, dont on se rend compte au fur et à mesure que c'était davantage pour sanctionner quelqu'un qui avait violé les codes de conduite ou les principes de solidarité à l'intérieur de la culture occidentale. Mais on peut remonter à beaucoup plus loin que cela. Et lorsqu'on remonte à beaucoup plus loin que cela, s'il s'agit d'actes dont le caractère odieux, inacceptable et inhumain peut atteindre un degré de sublimation inacceptable, un degré de sublimation extraordinaire, c'est depuis la nuit des temps que le crime contre l'humanité existe. D'abord, pourquoi crime contre l'humanité? L'humanité dont on parle, c'est qui, si vous voulez? C'est quel ensemble de ressources humaines? Est-ce que c'est perçu dans tout ce que l'être humain est, ou dans tout ce que la société universelle, globalement comprise, produit comme intelligence? Est-ce que c'est au regard de la considération éthique, sectaire, parcellaire et partiale d'une frange de l'humanité en fonction de son niveau de développement? Parce qu'aujourd'hui, quelque chose est patent, c'est quand même que autant on peut vous dire que rapidement on parle de crimes contre l'humanité en Ukraine, autant on ne vous dit pas qu'au Vietnam, où on a déversé près de 30 000 tonnes de bombes chimiques dans les villages de l'Ouest et d'une partie du pays Bassa, où on a déversé des bombes incendiaires, où jusqu'aujourd'hui rien ne pousse. Personne ne parle encore de crimes contre l'humanité. Si vous voulez, on n'a même pas évoqué ça. En somme, on a très rapidement transformé les condamnations d'ordre public, d'atteinte à la dignité humaine, d'atteinte à l'hygiène publique, à la sécurité publique et à l'intégrité publique, en fonction des variations idéologiques et doctrinales, comme un crime dont il fallait globaliser le seuil de propulsion, le seuil de médisance, le seuil de préjudice.
Dans le droit international classique, lorsque l'on a fait le traité de Vienne, la Convention de Vienne sur le droit des traités en 1969, on a prévu à l'article 53 quelque chose qu'on a appelé le jus cogens, en fait des normes non transgressables, si vous voulez, du droit international. On dit, en prenant simplement appui sur d'ailleurs le droit interne, où on dit les conventions contraires à l'ordre public, à la sécurité publique, et ainsi de suite, à la morale publique, sont nulles et de nul effet. Sont tout simplement hors la loi. De même, on a dit, par exemple, en mettant dedans, au fur et à mesure, les champs s'est agrandi, la torture, les traitements inhumains, le commerce des esclaves, certains actes collectivement répréhensibles, mais ce qu'on n'a pas déterminé en réalité, c'est qui est le vrai procureur, qui est le censeur, qui à un moment donné confirme ou consacre la qualification des crimes contre l'humanité. Il s'est trouvé simplement, au fur et à mesure que l'on a analysé, que la notion de crime contre l'humanité était à la fois notion, concept, postulat et hypothèse construite dans à la fois l'imaginaire philosophique et le quotidien d'ailleurs de la pratique de relations internationales de certaines puissances soucieuses de dominer le monde en ramenant toutes les analyses, tous les jugements sur la sécurité de leurs intérêts. Le plus vous serez éloigné de ce qu'attendent de vous les maîtres du monde, certains maîtres du monde, le mieux vous serez accusé de crimes contre l'humanité. Le plus vous serez proche d'eux, le moins vous serez mis en cause. C'est pour cela qu'aujourd'hui il y a une espèce de fluidité incompréhensible qui remet en cause même la notion de le concept de crime contre l'humanité. On ne voit pas très bien à quoi ça renvoie. Les Occidentaux ont, sur la base de ce qu'ils estimaient être leurs intérêts immédiats, fait exploser les gazoducs, n'est-ce pas, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui portaient le gaz de la Russie jusqu'en Allemagne et redistribué dans toute l'Europe, simplement parce que les États-Unis, bien évidemment, ne voulaient pas que ça marche. Ils ne voulaient pas d'une Europe qui continue à dépendre beaucoup de sources d'énergie de la Russie, et puis on l'a fait exploser. Vous savez ce que ça entraîne, c'est grave. Les conséquences sont à la fois mondiales. Vous savez ce qui relie le monde aujourd'hui, c'est davantage les mers. Donc, des tonnes et des tonnes et des tonnes de gaz ont explosé sous la mer. Vous n'imaginez pas les conséquences. Voilà un crime qu'on n'a pas mis en exergue. Et vous savez très bien que pour moins que cela, quelque chose qui intervient au Sénégal, à Cuba, au Venezuela ou en Centrafrique serait tout de suite élevé en crime contre l'humanité. Oui. Parce que là, aujourd'hui, on y a intégré à la fois l'atteinte à la biodiversité. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont détruit toutes les forêts d'Amazonie, toutes les forêts de l'Afrique équatoriale, du golfe de Guinée, et ainsi de suite? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui, aujourd'hui, constituent les principaux pollueurs du monde? Qu'est-ce qu'on en fait?
Ça, c'est encore beaucoup plus grave que de tuer même 100 000 personnes sur un champ de bataille, que de détruire 1000 immeubles à travers l'Ukraine ou à travers l'Afrique ou je ne sais pas où. Qu'est-ce qu'on fait du Vietnam, de l'Afghanistan? Qu'est-ce qu'on fait de l'Irak? Qu'est-ce qu'on fait de la Libye? Le nombre de personnes victimes de terrorisme aujourd'hui dans le Sahel est à peu près inimaginable. Ça procède des crimes que l'on pourrait qualifier de crimes contre l'humanité. Donc, je vous conseille beaucoup de prudence dans la manipulation. Je suis internationaliste et je suis aujourd'hui complètement dubitatif. Je pense que je me souviens d'un professeur de droit international tchèque que j'ai rencontré à La Haye, à l'Académie de droit international en 80, qui avait dit en réalité, il faudrait réécrire le droit international. Les Africains, tout comme beaucoup d'autres peuples, ne devraient jamais accepter ce qu'on appelle le droit international aujourd'hui. C'est l'envers du décor de la moralité du monde. C'est complètement l'opposé des normes qui auraient dû gouverner les rapports des nations. Et quelques puissances, au nom de leur richesse, au nom d'un passé colonialiste criminel, d'ailleurs, il faut le dire, se sont arrogés le droit de construire l'éthique et la morale du monde, et de le codifier, de le traduire en convention, en traité, qu'on fait signer à des pauvres États, qui signent sans comprendre de quoi il s'agit, parce qu'on parle de relations internationales, de solidarité internationale, et ainsi de suite. À ce stade, l'expérience a démontré que chaque fois que ça les arrange, les grands pays, en réalité, mènent des guerres, détruisent des populations. C'est un génocide permanent, en réalité. Alors, le crime contre l'humanité, on peut d'ailleurs le ramener, s'il faut être concret, à l'idée même, à l'esprit de l'impérialisme, du colonialisme et de l'esclavage. Il y a un crime permanent contre l'humanité qui est le fait des grandes puissances. Un crime, un vrai crime permanent. Ce n'est pas un crime circonstanciel, si vous voulez. Nous sommes victimes en permanence de la manipulation, de l'orchestration de la mort qui vient des grandes multinationales. Regardez, Ken Saro-Wiwa, l'auteur nigérian, a été assassiné, il a été fusillé par Sani Abacha, simplement parce qu'il avait dénoncé les ravages en pays ogoni par la société Shell. Tout ça se perpétue aujourd'hui. Il a été démontré que jusqu'à 80% des produits pharmaceutiques envoyés dans les pays pauvres par des grands laboratoires suisses, américains, français, européens et tout ça, sont des médicaments toxiques qui ne renferment pas tous les principes en réalité convenus. Certains sont tout simplement expérimentaux, mais on nous tue en permanence avec ça. Il a été démontré que le lait écrémé vendu dans la plupart de nos pays, qui est le produit de ces grandes multinationales, c'est un lait extrêmement pernicieux, nocif, qui génère beaucoup de cancers dont on ne connaît pas les implications, même d'ailleurs dont la traçabilité et le diagnostic sur la mort de beaucoup de personnes reste encore à évaluer. Voilà, et je ne souhaiterais même d'ailleurs pas qu'on s'étale dessus parce que on perd très vite son sang-froid, et pour quelqu'un qui a travaillé sur ces concepts et notions, qui a cru en faire même d'ailleurs une profession de diplomate, c'est une vraie connerie, parce que
l'expliquer aux gens, le dire aux gens, amènerait beaucoup de personnes à se révolter. Nous sommes en permanence victimes d'un vaste crime organisé par les multinationales, par les puissances dominantes du monde. C'est le crime permanent contre l'humanité, ou le crime contre l'humanité en permanence. Alors, professeur, lorsqu'on se retrouve sur la scène internationale et qu'on parle des crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes d'agression, crimes de guerre et autres, bon, est-ce que ce n'est pas trop facile de dire que les États africains qui ne comprennent rien, je mets ça entre guillemets, qui ne comprennent rien, ont adhéré à des traités et autres qui leur sont préjudiciables aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas trop facile? Parce que dans le même temps, vous savez que dans les relations internationales, on ne connaît pas d'amis. Ce n'est qu'une question d'intérêt. Diplomate, vous le savez mieux que nous, vous pourrez certainement éclairer la lanterne des uns et des autres. Le rapport sur la scène internationale est généralement un rapport soit d'intérêt, soit de force. Les États africains, en tant qu'États souverains, ont encore la possibilité, pour le statut de Rome, dans le cas du crime contre l'humanité, de dénoncer ce traité ou même d'en sortir. Mais certains le brandissent et l'utilisent un peu comme une monnaie de chantage à l'attention des institutions internationales. Bon, est-ce que ce n'est pas trop facile de dire que les États africains qui sont faibles ont adhéré à des concepts ou à des traités qu'ils ne maîtrisent pas? Non, je crois que ça c'est une vision dans le premier temps tout court. Objectivement, je veux rester pragmatique, si vous voulez. Lors de mes états de service actifs comme diplomate au service du Cameroun, j'ai fait une 50aine de sorties internationales au nom de mon pays. Je vais vous donner une image assez simple. Nous sommes à Montréal. Nous assistons à une session de l'Uruguay, une session de négociation de l'Uruguay qui a conduit à la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. La délégation du Cameroun, nous sommes 5. Et la délégation des États-Unis, c'est 800 personnes, avec un backup aux États-Unis de 5000 personnes, qui en permanence sont mobilisées et donnent des instructions, analysent tout ce qui se passe. La délégation de la France, c'est 150 personnes. La délégation de la Belgique, c'est 50 personnes. La délégation de l'Union européenne, en gros, toute l'Union européenne, c'est 400 personnes. La délégation de la Chine, c'est 300 personnes, avec un backup de près de 10 000 personnes à la maison. La délégation de l'ensemble des pays d'Amérique latine, c'est 300 personnes. Et je ne sais pas si vous voyez l'échelle de considération. Nous ne sommes pas encore suffisamment structurés aujourd'hui, à la fois en moyens humains et matériels, pour mener des négociations de tête à tête sur un plan d'égalité avec la plupart de ces grands pays-là. Et vous avez parlé d'entrer dans des conventions et des traités de manière légère. Non. C'est à partir de la cession à la souveraineté internationale que nous commençons la formation des cadres. Ça, il faut le savoir, des vrais cadres. Je dirais même qu'un pays comme le Cameroun a beaucoup fait, parce que nous avons très tôt fait, Aïdjoé a été un grand visionnaire, nous avons très tôt fait de mettre en place l'Institut des relations internationales du Cameroun, qui a produit d'extraordinaires diplomates. D'ailleurs, vous avez encore M. Tomo Monté qui est à New York, qui est, je crois, imbattable. Je l'ai vu travailler aux Nations Unies. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne aujourd'hui d'avoir pratiquement dans la plupart de nos postes diplomatiques des ambassadeurs extrêmement puissants, que ce soit à Rome, à Libreville, à
Paris, à Malabo, à Tunis, à Alger, à Brazzaville, vraiment tous des ambassadeurs de talent, de métier, des diplomates de métier. Ce n'est d'ailleurs pas le cas pour la plupart des pays. Et tout ça, c'est complètement nouveau, si vous voulez. Il y a moins de 10 ans que le ministère des Relations extérieures au Cameroun est entré dans une vraie structuration. Nous n'avons pas encore d'outils diplomatiques et de personnel diplomatique déjà suffisant, ensuite aguerri pour faire face à ce que met en œuvre l'intelligence internationale collective en termes de défis, si vous voulez. Donc, ce que je vous dis pour le Cameroun est encore beaucoup plus grave pour d'autres pays. Bien évidemment, ça c'est un pan. Le deuxième pan est quand même le système de gouvernance et la profession de foi doctrinale et idéologique. Un pays comme l'Algérie et la Tanzanie et tout ont pu apparaître sur la scène internationale comme nous le disons dans le jargon diplomatique, des rouleaux compresseurs. C'est-à-dire que des pays qui, sur la table de négociation, arrivaient à paralyser, à bloquer complètement une négociation. Mais encore, d'abord à cause des systèmes de gouvernance et des doctrines en cours dans la gestion de leurs affaires et de leurs intérêts nationaux. Mais encore faudrait-il, et là c'est ce qui est très important, il ne faudrait pas comprendre là aussi au premier degré simplement. La défense des intérêts nationaux, c'est d'un point de vue contextuel, institutionnel et professionnel, qui se résume donc, que l'on résume en spécialisation, en qualification des diplomates. Mais dans la pratique, c'est toute la communauté des intelligences nationales qui fait une diplomatie, qui fait la défense des intérêts nationaux du Cameroun. Ce n'est pas un directeur du ministère des Relations extérieures qu'on envoie à l'OMS pour discuter des questions de santé ou des conventions concernant la santé. C'est un professeur de médecine qualifié qui connaît ces choses-là. L'actuel ministre du Commerce du Cameroun, Luc Magloire Barka Tangana, a été pendant longtemps représentant du Cameroun à l'organisation camerounaise, à l'Organisation mondiale de la banane. Il a été aux ACP et tout. Il est revenu ministre du Commerce ici. C'est quelqu'un qui, pris dans la mouvance de ces choses-là en ce qui concerne les conventions sur le commerce international, est suffisamment outillé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la défense des intérêts nationaux, c'est une responsabilité collective de tous les citoyens. Chacun dans sa dimension, dans sa spécialité et dans sa compréhension du patriotisme. Ça me paraît fondamental. Et c'est un de nos pans de faiblesse. Il y a 50 ans en arrière, vous assistiez à une assemblée générale des Nations Unies à New York. Vous étiez très déçus parce que les délégations étaient composées de petits copains, de gens qu'on avait envoyés pour se faire un peu d'argent dans une mission, pour voir les tours de New York, ainsi de suite. Ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Certains arrivaient pendant les votes, ils dormaient. D'autres étaient dehors pour faire leurs courses pendant que l'on travaillait. Et alors que, je vous prends un exemple, les négociations du Ruggerand, tout se faisait la nuit en réalité. Ce qui se fait en plénière le jour, c'est du cinéma. Tout a été décidé dans les coulisses. Pendant que vous êtes aux agas, le vrai travail se fait. Et c'est là la vraie défense des intérêts nationaux. C'est pour dire que non, vous avez vu ce qu'on a connu dans les années 70 à 80, et même jusqu'en 90, ce qu'on appelait la majorité automatique au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui était l'émulation des groupes afro-asiatiques et latino-américains. Là encore, sous la conduite
le moteur intellectuel, idéologique et doctrinal de certains pays aguerris, comme Cuba, comme l'Indonésie, comme l'Algérie, comme la Tanzanie. De même, vous avez vu, pour ce qui a concerné la lutte contre l'apartheid, comment le Cameroun a pu être en pointe. Ça, c'est vous prenez notre vote au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, et ça, je l'ai étudié. Le vote du Cameroun est très, très constant sur certaines questions. C'est-à-dire qu'un vote extrêmement solide, qualifié, intelligent, et sûr, d'ailleurs. Mais il nous reste encore, en réalité, à inventer, à mettre en place ce qu'on appelle les véritables machines diplomatiques. Ça, nous ne les avons pas encore. Et c'est ce qui fait notre faiblesse. Parce que pour mettre en place une machine diplomatique, ça suppose une espèce de cohérence dans la compréhension des intérêts nationaux et dans leur évaluation. Régulièrement, beaucoup de pays, y compris nous-mêmes, soit nous sommes absents, soit nous sommes en retard à certains grands événements internationaux, parce que l'argent n'a pas été débloqué à temps, les ordres de mission ne sont pas arrivés à temps, quelqu'un qui devait signer ça a pris son temps, et là c'est tout le système de gouvernance qui est en cause. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation concurrentielle permanente où tout ce qui existe comme institution nationale doit être tourné et voué, consacré à la compétition mondiale des intérêts nationaux. Voilà la réalité. Vous prenez quelque chose comme... D'ailleurs, il est démontré maintenant, vous avez vu l'Ukraine, toutes les guerres sont suscitées par les grandes nations pour le renouvellement de leur stock d'armes, pour régler, juguler à la fois l'inflation, la main-d'œuvre sur le marché et la production des grandes industries qu'on appelle facilement le complexe militaro-industriel. La guerre d'Ukraine, par exemple, les grands pays occidentaux n'ont pas intérêt à ce que ça s'arrête, si vous voulez. Ça leur permet aujourd'hui de renouveler tous les stocks d'armes, de jeter tout ce qui est vieux. D'ailleurs, ce qu'on envoie à l'Ukraine, ce ne sont pas des armes. C'est des choses que les Russes détruisent immédiatement chaque jour que ça arrive, sans compter ce qui rentre dans les trafics pour les pays pauvres. Donc là, rassurez-vous, nous sommes dans une mouvance ascendante. Mais nous sommes encore neufs, j'ai dit nouveaux d'ailleurs, nous ne pouvons pas encore aujourd'hui faire face aux machines, aux rouleaux compresseurs diplomatiques dont disposent les grands pays sur la scène internationale. Mais ça vient, je vous ai déjà par exemple parlé du cas du Cameroun, par exemple, où 90% de nos ambassadeurs aujourd'hui sont des professionnels rompus et ils ont une influence importante dans la composition des délégations qui partent du Cameroun vers l'extérieur et ils ont une action déterminante dans les traités et les conventions qui se font dans leur zone d'accréditation, dans leurs aires géographiques d'accréditation. Alors pour peut-être finir, en revenant principalement sur les crimes contre l'humanité et crimes d'agression et crimes de guerre, il s'agit quand même d'un idéal, même si on peut convenir avec vous que c'est un ensemble d'États qui disposent de la machine juridique, diplomatique et politique et même financière nécessaire qui peut influencer le champ des relations internationales. On peut quand même noter qu'il s'agit d'un idéal de communauté internationale de droit ou d'état de droit au niveau international qui a été voulu, qui a été souhaité sortant des affres des différentes guerres, des deux grandes guerres et des crimes qui sont perpétrés dans les différents États au sein interne. La réalité aussi donne à observer que certains pays, les moins avancés, rencontrent des difficultés en termes de sécurité des personnes venant de leurs propres dirigeants. C'est-à-dire, on parle des grandes exterminations, des pillages et autres au vu et au su des dirigeants.
on ne va pas toujours dire que les crimes contre l'humanité viennent de ces pays développés, alors que certains pays moins avancés aussi, dans certains pays moins avancés, les dirigeants sont auteurs de ces faits. Non, écoutez, je crois que j'ai été assez précis, si vous voulez. Je ne mène pas une défense des pays africains ou des pays du Sud, si vous voulez. Je ne pars pas d'un postulat sectaire et accusateur. Non, pas du tout. Ce serait d'ailleurs malhonnête, ce serait irresponsable. J'ai toujours d'ailleurs relativisé avec une parfaite régularité, une singulière constance, l'utilisation du discours panafricaniste et du discours anticolonialiste, du discours des préjudices historiques comme exutoire de nos fautes. Non, pas du tout. Je n'appartiens pas à cette école de pensée et de façon de faire. Ce qui est clair, si vous voulez, nos systèmes de gouvernance ont beaucoup de porosité, beaucoup reste à faire. Déjà, la notion même d'intérêt national, le concept de patrimoine public chez nous, l'idée même de solidarité nationale demeure quelque chose de mal maîtrisé, de mal comprise, de mal assumé même d'ailleurs, de mal enseigné. On est encore simplement aujourd'hui en train de repenser l'instruction civique globalement. Et pire, de redéfinir ce que c'est que le patrimoine national. L'atteinte à la fortune publique, vous vous êtes bien rendu compte, est devenue une pandémie, même pire qu'une pandémie. Je pense que c'est un des principaux crimes, s'il faut ainsi le dire. Hein. S'il fallait parler de crimes contre l'humanité, ça c'est un crime contre l'humanité, parce que quand vous réfléchissez profondément sur le discours du président Kais Saied de Tunisie, que l'on accuse maintenant de tous les maux, de racisme et tout, vous aboutissez à vous poser une autre question beaucoup plus importante. Mais pourquoi autant de jeunes et même des adultes fuient-ils leur pays? Pourquoi s'engagent-ils à risquer leur vie, à rester au fond des mers, au lieu de rester se battre dans leur pays? Ça vous ramène à des conclusions extrêmement troublantes, assez embêtantes, qui est de dire, en fait, nous gouvernons mal, nous faisons face à des défaillances énormes, mais une fois de plus, je mettrai ça, sans que ce soit une excuse, dans des imperfections en ce qui concerne la répartition des richesses nationales. Ce n'est pas normal qu'un médecin touche 150 000 et même 100 000, même moins, pendant qu'une secrétaire dans une société publique touche 1,5 million. Une secrétaire avec parfois 4 ans d'études, un bac un bac et 2 années d'enseignement supérieur, dont en rythme de 2 années d'enseignement supérieur, dont même pas une licence, touche 1 million, plus d'1 million même parfois. C'est pas normal qu'un enseignant qui sorte d'une école de formation et qui gère 200 élèves dans une classe touche moins de 200 000. Ça, c'est la mauvaise gouvernance, si vous voulez. Mais, une fois de plus, c'est
au lieu de le mettre dans une volonté infinie de compartimenter, de fracturer la société, moi je le mets dans l'enfantillage et l'absence de maturité de notre système de gouvernance. Et même plus grave, l'absence de prise de conscience d'une élite de ce qu'elle a en réalité transitoire. On aurait dû considérer aujourd'hui les gens qui ont mon âge, n'est-ce pas, qui sont dans la soixantaine, comme des sacrifiés, si vous voulez. En principe, tous ceux qui vont de 1960, l'année de la session à la souveraineté nationale, à presque 2030 même, devraient être considérés comme des sacrifiés, donc pas des gens faits pour être riches, pas des gens faits pour rouler dans des voitures qui coûtent 100 millions, 80 millions, pendant qu'en réalité, vous avez les 3 quarts de la population qui peuvent mettre un mois sans eau courante, sans électricité, qui patauge dans la boue, la désolation. Donc, non, je n'ai pas un discours d'excuse, si vous voulez, lorsqu'on parle de crimes contre l'humanité. Pas du tout, il n'y a pas de discours d'excuse. À la limite, il faut procéder à une véritable autocritique locale et personnelle avant de s'engager dans une critique radicale de nos rapports avec l'extérieur. La scène internationale est bien souvent la consécration des rapports de force issus des gouvernances nationales. Si vous êtes mal structuré, mal organisé, si vous n'êtes pas en mesure de construire des États solides avec un personnel intellectuellement, moralement, mentalement motivé, mobilisé et conscient des intérêts nationaux, vous ne pourriez jamais être un acteur solide et majeur sur la scène internationale. Vous serez un acteur dominé parce que vous arrivez avec énormément de faiblesses, à la fois sur les structures de base internes qui portent vos représentants et sur la qualité même des dits représentants, leur esprit, leur compréhension des intérêts nationaux. Merci, professeur. Merci pour cet échange sur les notions de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes d'État. Je pense que vous avez donné suffisamment d'éléments à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent en avoir leur point de vue propre et se tenir solidement en tant qu'individu, en tant que citoyen, parce que c'est notre citoyenneté aussi forte qui participe à la construction de nos États forts. Merci infiniment, professeur. Je vous en prie. Merci Fabrice. Merci Jacques. À très bientôt sur Africa TV. Merci Fabrice.